Merci beaucoup, Pauline. Donc on a pensé qu'il était quand même intéressant de définir un peu cette maladie, de faire un point rapide sur les grands traits de cette pathologie que vous connaissez bien sûr, mais qui n'est pas encore assez connue du public et qui mériterait beaucoup plus que 20 minutes comme je vais le faire. Mais peu importe, je pense que ça mettra un petit peu le cadre de nos travaux et des présentations suivantes. Alors pourquoi une maladie biopsychosociale? D'abord parce que maladie c'est important, vous savez que c'est reconnu comme maladie depuis quelques années par l'OMS, et ça a été un grand pas en avant quand même de reconnaître qu'il s'agissait bien d'une pathologie et non pas d'un trouble simplement. Biopsychosocial parce que si on ne met qu'un aspect, eh bien il en manque deux autres, et donc il faut absolument les associer, et peut-être on pourrait encore faire un nom encore plus à rallonge. On peut donner encore d'autres caractéristiques à cette maladie. On peut dire que c'est une épidémie, même si elle n'est pas directement contagieuse, elle se diffuse. C'est la définition d'une épidémie. C'est un problème de société, ça a été déjà indiqué, c'est-à-dire que ça pose des problèmes dans notre vie sociale et au niveau de l'ensemble de la population. Et puis, c'est une maladie chronique évolutive. Le mot évolutive est très important, que je vais souligner à plusieurs reprises. Souvent, cependant, les gens ressentent cette affection non pas comme une maladie, mais comme une gêne, un handicap, une souffrance. Et tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'entendre Steve Olivier qui nous parlera de cette dimension souffrance. Pour les médecins, souvent, c'est d'abord un facteur de risque d'autres maladies, c'est une porte d'entrée, mais qui est insuffisante. Et puis, bien sûr, ça peut être un symptôme d'autre chose. Qu'est-ce qui se cache derrière cette forêt? Y a-t-il des symptômes, y a-t-il des réalités autres que l'excès de masse grasse qui est la bonne définition? Et puis j'aime bien reprendre cette citation de Jean Trémolière: notre société crée des obèses, involontairement sûrement, mais elle les crée quand même, mais ne les supporte pas, et on aura plaisir d'entendre Anne-Sophie Joly en fin de journée qui nous parlera de son association CNAO que vous connaissez. Alors bien sûr, on peut donner quelques chiffres. Ils sont quand même assez parlants, puisqu'on voit que la prévalence de la normalité, entre guillemets, un mot que je n'aime pas beaucoup, en termes d'IMC, ne fait que diminuer, parce que l'augmentation du surpoids et de l'obésité, et notamment de l'obésité de grade 1, 2, et encore plus de l'obésité de grade 3, est extrêmement importante. Alors ça ne paraît pas tellement évident pour l'obésité de grade 3, mais on est passé quand même de 0,3 à 2% de la population, ce qui est absolument considérable. Ça a été multiplié donc quasiment par 7 en l'espace de 25 ans. Donc quelque chose qui est très impressionnant et qui, bien sûr, est encore un peu plus important dans notre belle région. Alors la première chose qui vient à l'esprit quand on s'intéresse à l'obésité, quand on est professionnel de santé, médecin spécialisé dans le domaine de l'obésité, eh bien c'est l'extrême hétérogénéité de cette pathologie. Et ça c'est important parce que face à une pathologie qui est hétérogène, on ne peut pas avoir une approche thérapeutique qui est homogène. Et ça c'est maintenant quelque chose qui a bien été défini, et Olivier Ziegler parlera tout à l'heure des parcours de soins qui sont beaucoup plus précis aujourd'hui, avec des phénotypes d'obésité qui ont été bien définis. On peut parler bien sûr de morphotype, j'en dirai un mot, de sévérité, de trajectoire, de cause, d'étiologie, de génétique, de déterminant. Et tout ceci est différent selon les individus, de façon extrêmement complète et complexe, on pourrait le dire, le contexte psychologique, la composition corporelle, le mode de vie, les risques métaboliques. Et donc il y a une diversité de situations, ce qui rend les choses plus difficiles, plus passionnantes aussi, mais aussi plus difficiles pour les personnes. De sorte qu'on ne parle plus de l'obésité, mais des obésités. C'est le titre d'un ouvrage que j'ai eu l'honneur de coordonner il y a quelques années et dont plusieurs d'entre vous avaient été co-auteurs, d'ailleurs, je les remercie encore. On parle des obésités, ou plus précisément des personnes en situation d'obésité, puisque c'est le langage qu'il faut utiliser à juste titre aujourd'hui. Alors, quand on parle d'IMC, bien sûr, on va le définir par un chiffre, on dira de quelqu'un, il a un IMC qui est à 32, mais d'où vient-il? C'est très intéressant de retracer la trajectoire, parce que quelqu'un qui a un IMC de 32 kg par mètre carré et qui est né de 38 n'est pas du tout
comparable à quelqu'un qui fait 32 kg, qui a 32 kg par mètre carré et qui en faisait 28 précédemment. Et donc la trajectoire est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est une trajectoire de vie, c'est une trajectoire qu'on va illustrer très simplement dans quelques instants et qui est malheureusement vers l'aggravation spontanée. Mais ça veut dire aussi que le plus souvent, lorsque l'on stabilise le poids d'une personne à un niveau même élevé, on a déjà beaucoup amélioré la situation de cette personne, car l'évolution naturelle de cette maladie chronique évolutive, c'est l'aggravation. Et donc la stabilisation du poids est toujours un premier objectif. Même si cet objectif ne satisfait pas toujours le patient, c'est un véritable objectif, c'est un premier succès. Cette trajectoire, je l'illustre avec cette petite étude qui a été publiée il y a 2 ans, 3 ans, sur la trajectoire différente selon les générations. On parle de génération X pour ceux qui sont nés entre 1973 et 1978, et de millennials pour ceux qui sont nés en 89-95. Et on voit qu'à 21 ans, ceux de la génération des millennials avaient 4 kilos de plus en base, une étude américaine. Sur 4 ans, avaient leur gain de poids qui était 1,7 fois plus que pour la génération suivante. À 21 ans, 24% seulement avaient gagné plus de 2,5 kg par an pour la génération X, mais 34% pour la génération des millennials. Et à 41 ans, la génération X était à 76,5 kg, tandis que la génération des millennials était à 93,2 kg. C'est dire l'aggravation très forte de cette maladie, non seulement en prévalence, comme on l'a indiqué tout à l'heure, mais aussi en statut. Le statut des populations s'est très largement dégradé avec les années, pour des raisons que l'on ignore un peu. Je vais vous l'indiquer dans quelques instants. Alors, la première question qui vient à l'esprit, qui a été soulignée par Mme Tsigati de façon tout à fait juste, c'est que c'est une maladie multifactorielle, et ici, bon, dans un schéma plutôt simple, on met 4 grands groupes de facteurs. Vous savez qu'il y a des schémas où on peut en mettre 50, d'autres où on peut en mettre 100. J'en ai mis 4, socio-économique, éducatif et culturel, psychologique, urbanisme, environnement, qui sont en fait les conditionneurs du déséquilibre sous-jacent qui apparaît et qui est bien sûr la condition nécessaire pour qu'une prise de poids suffise, mais pas suffisante. On verra qu'il y a d'autres aspects qui interviennent, et donc c'est vraiment aussi en termes de prévention sur les facteurs sous-jacents, socio-économiques, éducatifs, culturels, psychologiques, environnementaux, que nous devons agir. Et trop souvent, on s'est contenté d'agir sur l'assiette, et agir sur l'assiette ne sert presque à rien s'il n'y a pas une prise de conscience des facteurs qui sont prééminents et qui sont antérieurs. À un moment donné, si votre balance énergétique est chroniquement, j'insiste bien, supérieure à vos dépenses énergétiques, vous allez prendre du poids. Et pour en arriver là, il faut donc pas mal de conditions qui sont importantes et sur lesquelles on va revenir précisément. Et en particulier l'activité physique, qui est aussi importante, on pourrait dire 50% c'est l'activité physique, 50% c'est l'alimentation, et j'aime bien rajouter qu'il y a 50% de psychologie pour faire honneur à Laurent Dugast et à Steve Olivier qui vont nous parler de psychologie dans quelques instants. Cette observation est assez amusante, une publication de 1953, j'étais pas encore né, presque, pas tout à fait, 1953, les conducteurs de bus londoniens avaient un poids et un risque cardiovasculaire qui était 3 fois plus élevé que les contrôleurs, vous savez, ceux qui poinçonnaient et qui montaient du haut en bas du bus londonien à 2 étages. Et donc c'est très intéressant parce que ça montre bien l'importance pour un même métier, ou presque le même métier, celui qui est sédentaire et celui qui prend les escaliers du bus londonien. Dommage qu'il n'y ait plus de bus londoniens dans nos pays, ou même en Angleterre, il y en a de moins en moins. Alors tout à l'heure, Mme Tsigati parlait également de précarité, et c'est une première de vous montrer les premiers résultats de notre étude Prévendiab, qui est en cours, qui va rassembler 2233 sujets, et qui est actuellement chiffré à 1980, enfin on vient de dépasser les 2000, puisque ces chiffres ont quelques jours. Et donc, nous étudions la relation entre précarité et diabète, et vous voyez que les non précaires par rapport aux précaires,
ou plutôt les précaires par rapport aux non précaires, ont 2 fois plus de prévalence de l'obésité. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui interviennent, et la précarité en soi ne suffit pas, puisque nous avons aussi chez les précaires davantage de sujets en insuffisance de poids, mais la précarité est un marqueur très fort du risque d'obésité. Donc 2 fois plus dans notre population, précarité qui est basée sur le score EPIS. Alors, bien sûr, quand on parle d'obésité, on a envie de parler de l'alimentation, on a envie de parler de choses qui sont évidentes, mais c'est très intéressant, cette étude québécoise s'est intéressée aux facteurs classiques, et en particulier high lipid intake, donc c'est pas la peine de traduire, ça va pour vous, apport lipidique élevé, ou absence d'activité physique intense, et vous voyez que le risque est accru de 64% quand on mange vraiment beaucoup de calories d'origine lipidique. On est tout à fait d'accord. Et quand vous regardez les facteurs non classiques, qui sont ici référencés avec LCI, faible apport en calcium, HDEB, c'est-à-dire score de désinhibition psychologique, donc un aspect de comportement alimentaire, ou SSD, c'est-à-dire déficit du sommeil, on n'est pas à 64% d'augmentation, on est à 380% d'augmentation pour le déficit du sommeil, 380 pour le score de désinhibition et 290 pour le déficit d'apport en calcium. Et quand on associe ces trois, on est à 600% d'augmentation du risque. Il faut donc arrêter de ne s'occuper que de facteurs classiques qui ne sont pas suffisants pour rendre compte de la complexité de l'obésité. Et j'ai été très impressionné par ces publications de l'AGCN, une très grande revue de nutrition, par un auteur de très haut niveau, Mozaffarian, qui est vraiment un très grand scientifique dans le domaine de la nutrition, qui a rapporté ces 2 courbes que vous voyez, celle du bas qui représente les apports énergétiques observés aux États-Unis entre 1999 et 2017-2018, les apports apparents de calories, c'est-à-dire la disponibilité apparente de nourriture aux États-Unis entre 1999-2000 et puis 2017-18, et la prévalence de l'obésité. On est impressionné par le fait qu'il n'y a pas d'augmentation des apports, mais il y a une augmentation de l'obésité. Cherchez l'erreur, probablement, il y a d'autres facteurs que celui-là, ce qui ne veut pas dire que l'alimentation n'est pas importante pour celui qui est prédisposé pour des raisons génétiques ou épigénétiques à l'obésité. Et on peut citer quelques-uns des outsiders qui apparaissent aujourd'hui de plus en plus importants. Alors je les ai mis comme ça en vrac, on pourra en discuter pendant des jours et des jours. Le microbiote, la césarienne, les perturbateurs endocriniens, le petit poids de naissance et donc l'épigénétique, le stress social, le déficit en produits laitiers qui a été évoqué, qui est un facteur moins important sans doute, les régimes qui favorisent la prise de poids, le déficit du sommeil, le tabac qui est un facteur très important d'obésité, puisque les gens qui fument arrêtent de fumer, et quand ils arrêtent de fumer, ils grossissent, et quand ils grossissent, ils refument, et quand ils arrêtent de fumer, ils regrossissent. Donc le tabac n'est pas un facteur de sous-poids, c'est un facteur d'obésité, contrairement à ce que l'on dit souvent. Et comme il touche beaucoup plus les milieux précaires, vous comprenez ce que l'on peut en dire. Alors, d'autres que moi parleront mieux de la restriction cognitive, qui est ici schématisée, et Laurent Dugast en parlera dans le détail, qui est vraiment ce cercle vicieux que nous connaissons bien, qui atteint à peu près 80% des personnes en situation d'obésité, un effet secondaire des régimes absolument évident, et qu'il faut bien sûr prendre en compte pour ne plus s'attaquer à l'obésité par les régimes. Et puis bien sûr, tout ceci dans un contexte où la régulation de notre comportement alimentaire est sous influence. J'en ai mis ici 6, il y en a 60, il y en a 100 facteurs qui sont tant d'événements qui vont perturber une régulation normale de notre comportement alimentaire. Notre comportement alimentaire, normalement, fonctionne de sorte que notre poids est strictement contrôlé, mais sous l'influence d'un certain nombre d'événements extérieurs, de perturbateurs du comportement alimentaire, eh bien nous allons éventuellement le perturber. Et puis, la régulation du poids elle-même, elle est sous contrôle, elle est adaptée, elle se fait parfaitement bien avec des
mouchards, si je puis dire, qui sont dans le tube digestif, des informateurs avec le microbiote, vous savez, le tissu adipeux lui-même qui donne des informations, et tout ceci va aboutir à ce que normalement, notre poids ne devra pas augmenter, ne devra rester stable. Et s'il n'est même pas stable, s'il augmente, c'est sans doute parce qu'il y a des perturbateurs que j'ai évoqués, et d'autres encore. Il ne s'agit pas que de perturbateurs endocriniens, il s'agit de perturbateurs comportementaux, sociétaux, qui font qu'à un moment donné, eh bien, on ne régule plus, comme on devrait le faire, nos apports par rapport à nos dépenses, car vous le savez, ceci se fait normalement spontanément. Et puis, à un degré plus avancé, l'obésité s'installe avec plus de tissu adipeux, mais le tissu adipeux devient malade. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir, avec notamment une composante inflammatoire qui est essentielle, avec des cellules qui, non seulement se sont multipliées, mais ont grossi. Et vous savez qu'il y a un set point qui s'installe, c'est-à-dire un pondérostat qui va essayer de défendre ce tissu adipeux au niveau le plus élevé qu'il a atteint. Et quand le tissu adipeux est devenu inflammatoire, une résistance à l'amaigrissement s'installe. Et donc on est à un stade qui est dépassé par rapport à une simple approche nutritionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire, bien entendu. Ce tissu adipeux est donc en partie sous l'influence de facteurs métaboliques complexes qui proviennent du tissu adipeux. Je vais représenter ici de façon grossière. On sait que ça fait partie des éléments physiopathologiques de ce dérèglement qu'est l'obésité, avec la composante inflammatoire dans laquelle le microbiote est un des acteurs parmi d'autres. Et on sait que l'obésité est aussi une maladie inflammatoire, comme beaucoup d'autres maladies aujourd'hui. Tout ceci rend compte de ce qu'on appelle la résistance à l'amaigrissement, c'est-à-dire que quand il y a un excès de poids et qu'à un moment donné, on essaye de le réduire, mais le poids est défendu par l'organisme et se met en place naturellement pour ne pas avoir le risque d'une maigreur. C'est une défense qui s'est installée depuis quelques dizaines de milliers d'années, peut-être plus encore. Eh bien, il y a des résistances à l'amaigrissement qui s'installent et qui conduisent gentiment à ce que le poids remonte après qu'on ait mené une action dans le sens inverse. Et d'ailleurs, ça se traduit par des données que vous connaissez, c'est-à-dire que dès lors qu'on va apporter des recommandations diététiques à des sujets, ils vont perdre du poids. Si on leur recommande de réduire des graisses ou des sucres, des glucides ou des lipides, ils vont perdre du poids. Et puis, gentiment, sans changer trop, ou un peu, ou pas beaucoup, leur alimentation, le poids va remonter tout doucement, parce qu'il y a des signes de rappel, en quelque sorte, qui vont les faire remonter. Il en est de même pour l'exercice physique, ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir des objectifs qui sont conformes à cette réalité physiologique, et là qui devient physiopathologique, parce que encore plus grave. La maladie s'étant installée avec cette composante inflammatoire de résistance que je vous ai indiquée il y a un instant. De sorte que l'évolution naturelle de la maladie, que tous les cliniciens voient, seuls les aveugles ne le voient pas, les sourds également ne le voient pas, ne l'entendent pas. L'évolution naturelle de la maladie, c'est celle-là, c'est-à-dire par plateau on augmente, et puis à un moment donné on essaie de perdre du poids. On le perd, bien sûr, on perd toujours du poids quand on restreint ses apports alimentaires, et puis on remonte. Et la maladie s'aggrave, ça a bien été défini depuis de nombreuses années par mes prédécesseurs et des éminents obésologues ou professeurs dans le domaine de la nutrition. Alors cette histoire naturelle de l'obésité, elle a été retracée donc de façon assez précise avec la phase préclinique, la phase de constitution, la phase de chronicisation et la phase de résistance. Je vais y aller rapidement. Les déterminants du mode de vie, on les a déjà soulignés, et puis à la faveur de prédispositions génétiques et épigénétiques, eh bien le surpoids va s'installer. Il faut cependant que sur ce terrain de prédisposition génétique ou épigénétique, il y ait quand même un bilan énergétique qui se positive de façon chronique. C'est un élément réel, en sachant que dans la population générale, on n'a pas d'augmentation comme je vous le disais, mais pour un individu donné, ce qu'il mange est peut-être trop pour lui. Ceci va stimuler la lipogénèse et on a vu tout à l'heure ce que cela représentait. Alors, j'aime bien représenter 3 types de facteurs dans l'obésité. Les facteurs favorisants dont on a parlé, mode de vie, socio-économique, contexte. Les facteurs prédisposants que j'ai évoqués, que je ne développerai pas, les génétiques et épigénétiques, et les facteurs déclenchants que je n'ai pas encore soulignés. Je rajouterai les facteurs aggravants,
et en particulier les régimes, qui sont des facteurs aggravants bien connus aujourd'hui. Sur les facteurs déclenchants, c'est l'histoire des individus qui va nous enseigner. Il suffit d'être clinicien, d'interroger les gens, ils vont vous dire « j'ai grossi quand ceci est arrivé. J'ai arrêté l'activité physique, j'ai arrêté le tabac, j'ai arrêté l'alcool, j'ai eu des conflits, j'ai eu des séparations, j'ai eu un chômage, j'ai subi un avortement, je suis rentré en ménopause, j'ai eu un traumatisme psychique, j'ai eu une agression sexuelle, j'ai changé mon rythme de vie. » Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie, c'est ce qui se passe tous les jours. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas très connu, que je voudrais souligner, c'est le piège du surpoids. C'est-à-dire que quand vous prenez du poids, eh bien, vous devenez plus lourd, c'est la palissade. Et quand vous devenez plus lourd, vos dépenses augmentent. Pourquoi? Parce que vous êtes plus lourd. Et donc, quand vous êtes plus lourd, vous avez plus de métabolisme de base, vous avez plus de masse musculaire. Et si vous avez vos dépenses qui augmentent, eh bien, vous arrêtez de grossir. Les gens qui grossissent arrêtent toujours de grossir, parce que ils ont plus de dépenses. D'ailleurs, quand ils bougent, ça coûte plus cher puisqu'ils sont plus lourds. Et donc, leurs dépenses augmentent, donc ils arrêtent de grossir. Oui, mais comme ils sont gros, ils mangent beaucoup parce qu'ils sont gros. Quand vous avez plus de poids corporel, vous avez besoin de manger plus parce que vous êtes lourd, parce que vous avez une masse corporelle importante. Et donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe. On dit toujours que les gens grossissent parce qu'ils mangent de trop, mais ils mangent beaucoup parce qu'ils sont gros. Ça, c'est au début de la maladie, et on va voir qu'il y a d'autres étapes qui sont, je vais bientôt terminer, qui sont moins aisées. Mais n'oublions pas le fait que quand on est plus lourd, on dépense plus, et quand on est plus lourd, parce qu'on dépense plus, on mange plus, et c'est aussi une réalité au début de la maladie, pas à la fin de la maladie. Voilà, j'ai repris ça de mon ami Olivier Ziegler, de ce livre qu'on a coordonné sur les obésités, qui reprend donc, je pense que tu le reprendras peut-être en introduction, en tout cas je le dis ici, ce parcours que j'ai indiqué, avec donc, quand on prend du poids, on arrête toujours de grossir, puis on regrossit, comme je vous disais il y a un instant, et puis on arrive à ces résistances, à l'amaigrissement. Je ne vais pas détailler, c'est un schéma qui est magnifique, mais qui est un petit peu long à commenter, avec le stade des complications que vous connaissez à la fin. Il y a des médicaments qui vont apparaître, ils sont déjà là, ils sont sur le marché, c'est semaglutide, tirzepatide, c'est ce qu'on appelle les agonistes des récepteurs au GLP-1 et d'autres agonistes, double, triple, et on aura peut-être d'autres encore, et ça marche remarquablement, vous voyez ici, les gens perdent du poids de façon spectaculaire. Mais dans ces études, on a arrêté le traitement et on a donné aux patients le placebo sans qu'ils le sachent. Et vous voyez ce qui arrive, les personnes reprennent le poids qu'ils avaient perdu. Autrement dit, ce sont des traitements à vie, parce que c'est une maladie à vie. On comprend bien que si on devait traiter les 10 millions de Français qui sont en surpoids ou en obésité avec ce type de traitement, on aurait quelques difficultés quand même sur le plan économique, et ça n'est pas une solution pour tout le monde. Ça, c'est une évidence. Enfin, au dernier stade de la maladie, c'est ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Cette obésité sarcopénique, c'est l'obésité de fin de carrière d'obésité, où là, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des spécialistes, non seulement une insulinorésistance, mais une hypotoxicité, bref. Et je pense que cet après-midi, David Tivell en parlera un petit peu. Il y a une altération également, une infiltration lipidique dans le muscle. Bref, le tissu qui devrait utiliser normalement le glucose pour fonctionner ne marche plus. La masse maigre se restreint, les gens deviennent des petits mangeurs. C'est l'obésité de fin de vie, c'est une obésité qui est terrible parce qu'il y a vraiment une limitation des possibilités thérapeutiques, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. Rassurez-vous, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc pour vous montrer quand même que c'est une affection qui a de nombreuses étapes, que c'est une maladie donc complète du tissu adipeux, avec un retentissement global, avec des composantes inflammatoires puis fibreuses, qui conduisent à une certaine irréversibilité. C'est une maladie hétérogène, c'est une maladie plurifactorielle, c'est aussi un handicap. Et il sera toujours très important de définir le stade de la maladie, et c'est tout ce qui va être possible avec les parcours de soins que va nous indiquer dans quelques instants Olivier Ziegler. Je termine avec 2-3 petites illustrations sur la composition corporelle et la mortalité. Vous voyez, c'est quand même très impressionnant. Vous avez une mortalité qui augmente au fur et à mesure que votre poids, votre masse grasse augmente, et puis vous avez une mortalité qui augmente aussi au fur et à mesure que votre masse maigre diminue, d'où l'importance de maintenir l'activité physique, parce que l'un et l'autre, masse maigre et masse grasse, sont importantes. Et puis le syndrome métabolique est une complication qui n'ont pas
de la composition corporelle, de la répartition du tissu adipeux, et on sait là aussi que cette répartition est le véritable marqueur du risque cardiométabolique, alors que l'IMC est un très mauvais marqueur. C'est une vieille étude de 2005, ça fait bientôt 20 ans, cette étude qui montre que l'IMC est un très mauvais marqueur de risque cardiométabolique, mais par contre, la répartition du tissu adipeux, oui. Alors cette obésité est bien un surcoût qui est très important et qui justifie tous nos efforts que nous allons mener aujourd'hui, que vous menez déjà tous depuis de nombreuses années, et qu'il faut absolument essayer de juguler. Avec un mot pour la fin, pour dire que l'obésité est vraiment cette complexité, cette hétérogénéité, et ce qui nous conduit aussi à refuser le fait que l'IMC doit être une norme, un standard pour tous, identique. Le surpoids d'une personne, le poids souhaitable d'une personne en obésité ne peut pas être celui d'une personne en poids normal. Voilà, pour conclure, ce sont des maladies qui sont complexes, qui sont évolutives, qui nécessitent une approche multifactorielle et multidisciplinaire, qui sera l'objet de nos travaux aujourd'hui. Merci de votre attention.